On parlait tout à l'heure qu'il fallait en moyenne 7 ans pour avoir un diagnostic de posé. J'imagine qu'en 7 ans, il doit y avoir, ça doit coûter très cher. Combien de temps ça t'a pris, toi, pour être diagnostiqué ? Le double. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de podcast.rec, un podcast disponible en vidéo sur YouTube et aussi sur Spotify. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et donc nouveau sujet. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes en France et notamment les femmes, le sujet de l'endométriose. On va évoquer aussi le sujet de l'adénomiose, le sujet des varices pelviennes. Pourquoi on parle de ce sujet ? Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que peu de personnes ou peu de chaînes télé ou peu de vidéos, de podcasts parlaient de ce sujet. Et pourtant, l'endométriose, c'est un vrai sujet parce que ça touche une personne sur 10 aujourd'hui en France. On sait qu'il faut en moyenne 7 ans pour être diagnostiqué, ça coûte très cher, il y a beaucoup d'examens qui ne sont pas pris en charge et pourtant, c'est une maladie qui pose beaucoup de problèmes, qui crée beaucoup de douleurs, qui crée même certaines incapacités. Et donc, pour en parler, on a aujourd'hui avec nous Alexandra qui est atteinte de toutes ces pathologies. Alors Alexandra, du coup, tu es atteinte de l'endométriose, tu es atteinte d'adénomiose, tu es atteinte de varices pelviennes, je le dis bien. Bon. C'est ça, le syndrome de congestion pelvienne. Voilà. Enchantée du coup. Enchantée Alexandra. Alors présente-toi un petit peu, quel âge tu as Je m'appelle Alexandra, j'ai 31 ans et j'ai 3 enfants. Ok, voilà. 3 enfants. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Alexandra ? Je suis photographe. Photographe, ok. Alexandra, on te reçoit aujourd'hui parce que tu es atteinte d'endométriose. Tu le sais depuis combien de temps ? À peu près 8 mois. Ok, ça fait 8 mois du coup que tu as un diagnostic qui est posé, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça a pris combien de temps pour réussir à savoir que tu avais cette maladie ? En fait, j'ai toujours eu mal pendant mes règles. Ok. Mais j'ai déjà été plusieurs fois aux urgences, mais on m'a toujours dit que c'était qu'il y avait rien, que j'avais des beaux ovaires ou que j'étais constipée, mais pas de voilà. Jamais le sujet de l'endométriose n'avait été évoqué. On m'a dit ça dans ma tête, quoi. Voilà. Ok. J'ai une première question qui me vient à l'esprit. Tu me disais que tu avais régulièrement des douleurs pendant tes règles. Mm-hmm. C'est un vrai sujet parce que en fait, alors nous les gars, on a un peu moins, on n'est pas du tout concernés par ça, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on connaît peu. Est-ce que c'est normal d'avoir mal pendant les règles ? Non. Normalement, on n'est pas censé avoir... on peut avoir légèrement mal, mais on n'est pas censé être plié en deux ou souffrir le martyre. Parce que c'est vrai qu'on discute avec des femmes, elles nous disent tout le temps, j'ai très très mal, j'ai mes règles. Mais en fait, c'est pas normal du coup. C'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Normalement, on n'est pas censé souffrir. Pas autant en tout cas. Non, c'est ça. Ouais. On n'est pas censé. On peut avoir un peu de douleur, ce qui est normal en soi au vu de de ce que c'est, mais on n'est pas censé être plié en deux, souffrir, prendre des médicaments, etc. Normalement, on devrait pouvoir vivre normalement. Donc, toi, tu as été atteinte d'endométriose. Là, ça y est, donc tu es diagnostiquée. Ce qu'il faut savoir, je ne veux juste pas faire d'amalgame, c'est que l'endométriose, ce n'est pas que pendant les règles en fait, qu'on a des douleurs. C'est tout le temps. C'est tout le temps, en fait. Voilà. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, c'est que je souffre 20 jours sur 30. C'est-à-dire que j'ai 10 jours où je suis à peu près bien. Ok, alors justement, ça va permettre d'introduire du coup cette interview. Concrètement, quelle douleur ça te crée ? Qu'est-ce que ça impacte sur ton quotidien ? Alors, il y a les douleurs neuropathiques que j'ai au quotidien, c'est-à-dire que je vais avoir les douleurs dans les mains, dans les bras, dans les jambes. Okay. C'est des douleurs projetées dues à l'endométriose. J'ai pas d'atteinte à cet endroit-là. C'est juste que j'ai tellement de douleurs que du coup, j'en arrive à avoir des douleurs neuropathiques que beaucoup de femmes ont au quotidien dues à l'endométriose. Donc, c'est des douleurs projetées. Donc là, il faut voir un algologue. Mmh. Donc, voilà pour gérer ça. Et puis les douleurs de ventre, il suffit que je mange un peu trop et puis là j'ai le pantalon qui explose. Okay. Pour vous imaginer, ça s'appelle l'endobélie, on appelle ça, c'est le ventre qui gonfle et que on peut plus, on passe d'un 34 à 40 par exemple en pantalon. D'accord.
Donc on peut plus fermer le pantalon, etc. Donc c'est le ventre qui grossit en fait, quoi, c'est ça? Exactement, Qui gonfle, quoi. Exactement, c'est pour ça que du coup, moi, mes journées, je les passe en jogging parce que Ouais. c'est quotidien quasiment. Ok. Voilà, ça peut être la fatigue chronique qui est très très dure à gérer au quotidien. C'est-à-dire qu'on peut avoir dormi 8 heures comme il faut et en fait, on se réveille le matin, on a l'impression de s'être fait rouler par un camion dessus. Ok. Le matin. Donc c'est tout un enchaînement de douleurs finalement qui crée cette méga douleur en fait au quotidien, qui irradie en fait finalement. Est-ce que c'est presque ça irradie tout le corps finalement? Ça irradie, Une partie. Oui, une partie. Il y a les douleurs après pelviennes en bas Ouais. qui sont. Alors on va y revenir justement. Juste pour l'endométriose, parce que on parle des douleurs, ça touche quel organe exactement du coup? Eh bien, un peu tout, parce que du coup, l'endométriose peut toucher la région pelvienne. Ok. Et après, elle peut remonter au niveau diaphragme aussi. D'accord, Et ça peut être généralisé quoi. ça peut aller sur certains organes, c'est beaucoup plus rare, c'est des formes assez rares, mais on en retrouver sur le cerveau, les poumons, etc., les yeux, la rate, etc. Il faut tous ces organes qui... Ça se développe avec le temps ou ça reste localisé à partir du moment où ils l'ont décelé? Est-ce que ça peut être amené à se développer? Est-ce que Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. Ouais. En fait, le seul traitement, c'est même pas un traitement, c'est une pilule. La pilule, en soi, c'est juste pour éviter les symptômes, mais ça n'évite pas le développement... De la maladie, quoi. Non, voilà, D'accord. c'est juste pour soulager le quotidien, on va dire. Et encore, ça n'enlève pas tous les symptômes. Mais, et ce n'est pas miracle pour beaucoup, parce que pour beaucoup ne le supportent pas la pilule. Comme moi, par exemple, j'en ai essayé plein, parce que Et au final, il y en a, pour le moment, aucune, on ne trouve pas quoi faire. Qui correspond à... D'accord. Parce qu'en fait, il y a toujours plein de symptômes qui réapparaissent de la pilule, soit on calme une pathologie et il y en a d'autres les autres qui se réveillent. Du coup, c'est un cercle vicieux. Et en plus, vu que je suis migraineuse avec aura, du coup, ça limite énormément le choix. Le nombre de pilules, ouais, c'est ça. Ok. Parce qu'il y a un risque d'AVC, du coup. Oui, si la pilule n'est pas bonne, ouais, c'est ça. On parle de l'endométriose. On a évoqué tout à l'heure hors caméra l'adénomiose. Ça se finit en iose, mais concrètement, c'est quoi la différence entre les deux? L'adénomiose, c'est à l'intérieur de la cavité. D'accord. Donc dans la paroi à l'intérieur. Ok. Et l'endométriose, c'est à l'extérieur, donc ça peut toucher tous les organes. Voilà. D'accord. Moi, par exemple, j'en ai sur les ovaires, ouais. Voilà, qui se développent. Il y en a d'autres, ça va être sur les lus, on appelle ça les ligaments utérosacrés. D'accord. Voilà. C'est ce qui tient en gros l'appareil. Enfin voilà, ça tient l'appareil génital, etc. Mais voilà, il y en a on peut en avoir un peu partout, quoi. Ok. Alors, on parlait des douleurs au quotidien. Est-ce que ça te génère d'autres complications? Parce que on parle de douleurs. J'imagine que les médicaments, ça marche un moment et après ça se stoppe. Mis à part les douleurs, je dirais ces douleurs, qu'est-ce qu'ils impactent sur ton quotidien aujourd'hui? Est-ce que malgré les douleurs, tu peux vivre à peu près normalement, ou est-ce que ça t'handicape au quotidien? Non, ça m'handicape énormément au quotidien. Rien que dans la gestion de mon quotidien avec mes enfants. Ouais. Rien que par exemple pour des fois envoyer ma fille au sport, je peux ne pas réussir à me lever dû aux douleurs. Le matin, tu restes cloué au lit, quoi. Pas que je ne veux pas, mais surtout parce que je ne peux pas, parce que c'est trop douloureux pour moi. D'accord. Parce que ce matin-là, je vais avoir très mal à mes jambes dû au syndrome de congestion pelvienne, qui va être extrêmement douloureux. Soit parce que du coup j'ai l'endométriose qui vient m'embêter à ce moment-là, etc. Enfin, en fait, c'est un peu son lot de surprise le matin, en fait. T'arrives à le prédire un petit peu? Est-ce que t'arrives à anticiper des douleurs ou anticiper une... Est-ce qu'on peut appeler ça une crise? Oui. Ouais. Les crises, du moins les crises d'endométriose, oui. T'arrives à le sentir venir? Les crises d'endométriose, il y a plusieurs crises. Ouais. Il y a la crise digestive, ça veut dire que la crise digestive, ça va être si on mange quelque chose de trop gras, on mange trop ou on se fait un petit plaisir, etc. Je sais que dans l'heure ou dans les heures qui vont venir, ça va être très compliqué. Un bon McDo, c'est cuit, quoi. Oui, j'en mange plus, du coup. Ouais, d'accord, ok. Toi, t'es à ton compte, du coup.
Oui, Donc tu es ton propre patron. exactement. Donc tu arrives à gérer un petit peu ces difficultés le matin, j'imagine en adaptant un petit peu ton planning ou des fois en décalant des séances si jamais ça va pas. Ça m'arrive de temps en temps voilà, c'est très rare, hein, mais bien évidemment que ça m'arrive de décaler des séances Ouais. quand je suis vraiment Vraiment pas bien, quoi. vraiment pas bien et que j'ai vraiment pas, je sais que ça va pas aller. Alors moi j'ai une question qui me vient à l'esprit parce que donc toi t'es à ton compte, mais une personne qui serait salariée d'une entreprise qui est clouée au lit le matin, est-ce que c'est une maladie qui est reconnue? Est-ce qu'il y a un emploi du temps qui peut être adapté? Est-ce que l'employeur a des directives par rapport à ça? Parce que finalement c'est quand même assez peu connu, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place? Alors, c'est compliqué, on va Ouais. dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette, on va dire, précarité par rapport au travail, dans le sens où elles n'arrivent pas à tenir un travail. C'est reconnu? C'est une maladie qui est connue par la sécurité sociale, enfin par l'assurance maladie, C'est ou très comme dur ça? de se faire reconnaître Ouais, d'accord. aujourd'hui. Donc, du coup, en fait, le problème, c'est que les femmes sont dans une précarité au niveau du travail, dans le sens où elles n'arrivent pas à tenir un emploi parce qu'elles sont soit souvent en arrêt. Du coup, pour le patron, ça devient une contrainte aussi, parce Bah que oui, pas forcément, il faut j'imagine. qu'il soit rentable un minimum. Et pour ces femmes-là, c'est double peine parce que elles ont envie de travailler, elles ont cette envie, mais malheureusement, leur corps ne suit pas. Et du coup, elles se retrouvent à souvent être au chômage, ou etc., ou à enchaîner, du coup, les arrêts de travail comme ça. Il y a une reconnaissance handicapée qui peut être Oui. prononcée pour essayer de protéger un petit peu ce salarié justement qui aurait ces Alors, il y a problèmes-là. des dossiers RQTH, etc., qui peuvent être C'est compliqué, montés, j'imagine. mais c'est Ouais. très compliqué. La reconnaissance est très compliquée. Déjà, rien que pour la LD 31, pour se faire les remboursements, sont très compliqués, ne sont pas tous acceptés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font même pas la demande parce que Ils savent que ça... Ouais. ça peut ne pas aboutir. Enfin, il y a beaucoup de chances que ça n'aboutisse pas. On a beau dire, voir partout qu'on peut faire la demande, etc., mais souvent ça n'aboutit pas. On parlait tout à l'heure dans l'intro qu'il fallait en moyenne 7 ans pour avoir un diagnostic de posé. J'imagine qu'en 7 ans, il doit y avoir, enfin, ça doit coûter très cher. Combien de temps ça t'a pris, toi, pour être diagnostiqué? Le double. 14 ans? Bah oui, parce que du coup, même plus, parce que du coup, j'ai vu que j'avais déjà mal. Ouais, c'est ça. Mais à partir du moment où tu as entrepris de chercher, comment t'as connu cette maladie d'ailleurs? Alors, j'ai connu ces maladies, c'est grâce à la télé, en fait, déjà à l'époque. Ouais, ils en parlaient un petit peu? Ils en parlaient un petit peu. Celle qui est marraine de Endo-France, du coup, voilà, on la voyait beaucoup à la télé. Donc oui, je savais que ça existait, mais je ne pensais pas non plus me dire que j'étais atteinte à cette époque-là. Moi, c'est grâce à un interne qu'aujourd'hui, je sais que c'est grâce à lui qui m'a mis sur la piste. Ok. Un interne en médecine, du coup, qui... En fait, je suis venue pour autre chose. Ouais. Et je lui ai dit que j'avais ces douleurs-là aussi ce jour-là quand j'ai été aux urgences. Et c'est lui qui m'a mis sur cette piste-là. Ok. C'est un jeune... Un jeune médecin, d'accord. Qui était plus jeune que moi. Qui est peut-être un peu plus sensibilisé, du coup, forcément, sur les nouvelles maladies, entre guillemets, enfin en tout cas qui sont peut-être pas nouvelles dans le temps, mais qui ont été découvertes il y a pas si longtemps que ça, en fait. C'est ça, parce qu'en fait l'endométriose est au programme de médecine depuis pas si longtemps que ça. Ouais, c'est ça. Ok. Alors on a parlé donc de l'endométriose, de l'adénomiose. Toi, tu es atteinte aussi du syndrome de congestion pelvienne. Exactement. Alors c'est peu connu. Ouais. C'est lié à l'endométriose ou ça n'a rien à voir? Ça peut être lié et ça peut ne pas être lié. D'accord, on peut avoir l'un sans l'autre. Exactement, c'est vraiment, voilà, c'est une autre maladie. Qu'est-ce que c'est exactement? Une maladie. Alors, le syndrome de congestion pelvienne, c'est en fait un trouble le sang. Je vais expliquer simplement parce que c'est assez compliqué. C'est le sang, en fait, au lieu de remonter jusqu'au cœur, il va stagner dans tout le bassin. Et en fait, du coup, ça entraîne des douleurs. C'est très douloureux. Du coup, ça entraîne des douleurs dans les jambes, dans le bas du ventre, des ballonnements, etc. En fait, ça engendre les mêmes douleurs que j'ai avec l'endométriose. Okay. Du coup, il y a beaucoup de femmes qui peuvent se faire diagnostiquer l'un mais pas l'autre. En fait, c'est pas l'autre, et etc. Donc, il y a des erreurs aussi de. Bah oui, si c'est ressemblant, quoi. Exactement.
On va revenir du coup sur le sujet de l'endométriose, qui est du coup vraiment le sujet de base, mais c'est intéressant de parler aussi de ça parce qu'en fait, il existe plein de pathologies finalement qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu et pour lesquelles c'est important de parler. Non, c'est ça. En fait, c'est des maladies qu'on ne voit pas si on ne fait pas d'IRM. C'est ce qu'on appelle des maladies invisibles, entre guillemets. Oui, voilà, c'est exactement ça. Toi, au niveau de ta maladie, au niveau de l'endométriose, est-ce que l'endométriose se soigne aujourd'hui ? Tu disais tout à l'heure qu'il n'existait pas vraiment de traitement, du coup j'en déduis qu'aujourd'hui on ne peut pas soigner cette maladie ? Non, ça ne se soigne pas. Pas encore en tout cas. Ouais. Du moins pour le moment, il n'y a rien. Il y a des recherches qui sont en cours ? Oui, je sais qu'actuellement, alors c'est pas ici en France, c'est à l'étranger. Je ne sais plus si c'est en Chine ou au Japon, j'ai un doute. Ok. Ils sont sur de la recherche par rapport à un antibiotique là-dessus. Un antibiotique, ok. Oui, un antibiotique parce que du coup, il y a un lien entre une bactérie de l'estomac et cette maladie. Donc voilà, ils sont en recherche là-dessus, Ok. en phase de test, etc. Donc à voir ce que ça peut donner. Voilà, et puis non, autrement, mis à part ça, il n'y a pas beaucoup d'avancées, voilà. Ouais. Parce que c'est des... Le problème, c'est que ça coûte cher, Bah la oui. recherche, parce qu'on n'est pas peu nombreux, on est quand même nombreuses à être atteintes de ces maladies-là. Une femme sur 10 en France, hein. Sur les statistiques officielles, c'est quand même. Je pense qu'on est même un peu plus. Ouais, sur les femmes officielles. Ouais, voilà, sur les parce qu'ils sur les ne sont stats pas officiels. diagnostiqués, Ouais. etc. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, sur ton parcours de diagnostic. Ça a pris beaucoup de temps. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que c'est facile d'être diagnostiqué ? Est-ce qu'aujourd'hui les médecins sont beaucoup plus à l'écoute que toi au début quand tu as commencé ? Est-ce qu'ils sont un peu plus sensibles, un peu plus formés ? Ou est-ce que malgré le temps qui passe et toi l'évolution que tu as eue, parce qu'aujourd'hui tu es diagnostiqué, mais du coup tu es passé par tout le parcours, est-ce que tu trouves que le sujet est encore très facilement évité ou méconnu par les médecins, hein, j'entends ? Oui. C'est ambivalent, ma réponse. Ouais. Ça dépend des lieux peut-être ? Ça va dépendre de qui on a en face de nous. Et moi, quand j'ai... Justement, grâce à ce jeune interne, ouais. Du coup, c'est lui qui m'a mis sur cette piste-là. Suite à ça, j'en ai du coup parlé avec ma gynécologue qui me suivait. Et du coup... Ils sont sensibilisés à ça, les gynécologues ? Ou pas trop ? Ma gynécologue qui me suivait n'est pas du tout formée à ça, en fait. Ouais. Parce que du coup, c'est une formation en plus. Ouais. Pourtant, elle est relativement jeune, voilà, mais elle n'est pas du tout spécialisée là-dedans. Elle sait plus la maternité, etc. Donc, voilà. Ok, c'est une option, quoi. C'est ça. Donc, du coup, elle m'a renvoyée par sa collègue qui est juste à côté, qui elle est formée. Donc elle, du coup, elle peut facilement faire soit des opérations, me conseiller certaines choses, etc. Donc, beaucoup plus facile. Tu parles d'opération, c'est-à-dire qu'on peut se faire opérer pour l'endométriose, on peut la retirer ? On peut gratter, oui. Ah oui, pour retirer, mais ça revient après ? Oui. Ok, d'accord. Tel un champignon, quoi. Ouais, d'accord. Est-ce que pendant ton parcours de soins, tu t'es senti écouté ? Je parle par le corps médical, hein, pas par l'opinion publique, mais plus par vraiment le corps médical. Est-ce que tu t'es senti écouté ou est-ce que tu as plus senti que tu avais finalement été un peu mis de côté en disant ah, celle-là non, je pense. Globalement, ça va ? Non, ça va, j'ai la chance. Je suis tombée sur des médecins qui écoutent. Mmh. Je pense que ça fait aussi partie de la nouvelle génération des médecins. C'est qu'ils prennent plus de temps à écouter les patientes ou les patients. Et je trouve que malgré tout, depuis mon cheminement, on va dire, de diagnostic, ça a été plutôt assez rapide. Ça a été compliqué quand même parce que j'ai été dans un premier hôpital pour faire une IRM qui me disait que je n'avais rien, etc. Le gynécologue a même lu mon IRM qui me disait que je n'avais rien. Ok, il voyait rien sur les images, quoi. Non, et moi je ne comprenais pas en fait le résultat sur papier. Donc j'ai demandé, il me dit non, on ne voit rien. Voilà. Il dit si vous ne comprenez pas, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Voilà sa phrase. Donc c'était dans... Suite à ça, j'ai envoyé les vidéos, tout package de l'IRM à un site, voilà, qui est reconnu et où il y a des médecins de Paris qui sont des radiologues spécialisés en endométriose. D'accord.
Et du coup, suite à ça, j'ai eu enfin une première partie de diagnostic Ok. qui a été faite. À distance, du coup. À distance, du coup, mais qui ont eu tous mes IRM. Alors, voilà, il manquait certaines coupes d'IRM, donc il n'a pas pu forcément tout diagnostiquer. Et du coup, j'ai eu une IRM au mois de décembre qui m'a permis, là, du coup, il y a 3 mois, du coup, de me faire diagnostiquer d'endométriose sur les ovaires. Ok. Alors pour ceux qui ne savent pas, un IRM, c'est un appareil géant. On est allongé, hein, c'est ça? C'est ça. On est allongé, on rentre dans une espèce de grosse boîte, c'est un gros scanner, en gros, qui tourne très vite C'est ça. et C'est, qui va scanner en fait l'intégralité de la zone qu'on a besoin d'ausculter, enfin ça fait d'imager. entre énormément de bruit malgré le casque. guillemets. Ouais. D'ailleurs, il y a une musique qui ressemble fortement Au bruit de l'IRM. au bruit de C'est vrai. l'IRM. Ils en ont fait un mix. Ok, donc globalement, tu dirais que tu t'es plutôt senti écouté. Mis à à part- part dans le premier hôpital, on mis va à dire. part- Alors justement, c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a des centres qui sont, enfin, des hôpitaux qui sont plus spécialisés que d'autres. Comment on fait pour le savoir ça à l'avance? Est-ce qu'on arrive, bonjour, vous êtes spécialisé en endométriose? Oui. Non, mais Alors, est-ce qu'il y a des sites? il existe des sites reconnus comme Endobraise, par exemple, Ouais. vu que là on est en Bretagne, qui mettent une liste à disposition de médecins, de sages-femmes, Qui sont chirurgiens, spécialisés là-dedans, vraiment. Ouais. exactement, de kinés, etc., de spécialistes, du coup, pour les femmes. Mais j'imagine qu'ils sont submergés de demandes, du coup. C'est peut-être ça, les temps d'attente aussi, qui sont longs? Pas spécialement. C'est pas trop. Là, je sais pas. Après, Toi, t'as pas attendu plus que ça? Pour bah, avoir dans tes le premier rendez-vous. hôpital en public, j'ai attendu 1 an pour faire mon IRM. Dans le privé, j'ai eu 1 mois. Voilà. Ok. Oui, donc Bon. au niveau de ton parcours de soins, on parlait tout à l'heure du coût que représentaient tous ces diagnostics. Il y en a très peu qui sont pris en charge aujourd'hui par l'assurance maladie. Ça te coûte cher tous les mois? Cela, ça va dépendre aussi de l'hôpital où on se situe. C'est Ouais. vrai que maintenant, moi, je suis dans le privé. Donc Parce c'est un que peu dans plus le cher. public, justement, Ils savent pas et bien. ils Ouais. ont fait... Enfin, ils n'ont pas su diagnostiquer alors que c'était devant eux, mais bon, voilà. Donc, du coup, je suis passée dans le privé où j'ai une très bonne prise en charge, certes, mais du coup, j'ai beaucoup de frais à ma charge. Hmm. Et je ne suis pas la seule non plus. Il y a énormément de femmes qui sont comme moi, qui se retrouvent dans des situations avec des frais. Et aussi parce qu'il faut faire la demande ALD, mais la LD 31 n'est pas non plus tout le temps Pris en acceptée, compte. D'accord. et etc. Donc du coup, des démarches encore en plus. On passe déjà beaucoup de temps à l'hôpital, environ 3 à 4... Enfin, moi, je sais que je passe 3 à 4 fois par mois à l'hôpital, ce Ok. qui en soi est déjà beaucoup. Donc pour entamer un parcours, pas de soins, mais du coup de C'est un parcours soulagement, entre c'est un guillemets, parcours pluridisciplinaire, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a tous les médecins... Enfin, j'ai plusieurs spécialistes autour de moi qui ont qui ont pour but de m'aider à me soulager ou Ok. à du moins à ne pas subir mes journées, à aller à un mieux, enfin du moins je sais qu'il y aura pas de je serai pas guérie. Donc c'est quoi? juste C'est à me soulager, à aller mieux. C'est des opérations, c'est des médicaments, opérations, des c'est- médicaments. Par D'accord. exemple, là, il peut avoir les TENS, voilà, comme Ah, cela. tu nous as ramené un petit appareil. Voilà, un petit appareil, c'est des TENS que j'utilise quotidiennement. Ok. Voilà. Et alors ça consiste en quoi exactement? Du coup, il faut mettre les petits patchs là sur le corps. Ok. Et du coup, après... Donc à des endroits bien précis, du coup, Oui, c'est j'imagine. ça. En Ouais. fait, moi, je les utilise 2 fois dans la journée. Donc, une fois, c'est pour la partie, tout ce qui est urologie, parce que c'est très compliqué au niveau urologie dû à ces maladies. Donc, je dois les mettre au niveau de la cheville. Ok. Voilà, d'un écart de 10 cm entre les deux. Ok. Donc, ça pendant 30 minutes. Et autrement, pour les douleurs pelviennes, c'est bas du ventre pendant 1 heure. Voilà. Et après, c'est moi qui choisis l'intensité en fonction de comment je sens, si ça fait mal ou pas. Et ça fonctionne? Oui, enfin, ça aide. Ça aide. C'est quoi? C'est de l'électrostimulation entre guillemets? C'est ou ça. En c'est- gros, ça Ouais. envoie là un message au cerveau pour dire que, en gros, je n'ai pas mal, Ah ouais. mais Mais voilà. en fait, ouais, d'accord. Et donc ça, c'est un appareil qu'on peut avoir sur ordonnance, j'imagine? Alors ça, c'est des appareils qu'on ne peut pas avoir avec les médecins traitants. C'est Ok. qu'avec des médecins Spécialisés. soit urologues, soit algologues, soit gynéco spécialisés en endométriose. D'accord. Donc même un gynécologue classique ne pourra pas le... Voilà. Ok. Donc c'est vraiment pour certaines... voilà. Donc avec certains médecins spécialisés du coup. Ok. Et ça t'aide beaucoup au quotidien? Tu Oui, l'utilises je tout le temps, l'utilise au tous travail? C'est ça. En fait, il suffit que je sois, par exemple, même en déplacement, etc., pour une séance photo ou autre, je l'ai toujours sur moi au cas où. Ok. Parce que ça me rassure de me dire que si j'ai mal, je suis pas bien, je peux au moins me soulager avec ça en attendant.
au lieu de subir la séance et être au bout de ma vie. Ouais. Merci Alexandra pour toutes ces réponses. Il me reste 2-3 petites questions si tu veux bien, mais qui vont plus s'adresser du coup aux spectateurs et enfin ceux qui nous écoutent en podcast et qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, par où on commence? Une personne qui écoute cette vidéo, enfin qui regarde cette vidéo, qui écoute ce podcast, qui se reconnaît un petit peu dans les douleurs que tu décris, qui n'y avait pas spécialement pensé, par où faut commencer? Déjà, de s'écouter, que la personne, qu'on n'est pas fou. Voilà, Ouais, que ces ok. douleurs viennent bien de quelque part. Et que la première chose à faire, c'est, pour avoir un diagnostic, c'est de passer une IRM. Sans Ok. ça, Mais comment on fait pour faire une IRM? Il il faut faut aller chez une son ordonnance, médecin, il faut... chez le gynéco, vous allez chez le médecin, voilà, et vous faites une IRM. Sans ça, de toute manière, on peut vous faire des échographies. Moi, à l'échographie, on ne voyait strictement rien. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, des fois, on peut voir si c'est vraiment très prononcé, Et mais si, c'est plutôt rare. Plutôt à l'IRM, on voit mieux. et si à l'IRM, ils voient rien, dans l'hôpital où ils vont, Eh bien, si à l'IRM, on voit rien, ça ne veut pas dire que vous avez rien du tout non plus. Ouais. Parce que, en fait, des fois, on ne voit pas non plus parce que ça peut être des toutes petites lésions. ça Si peut on être le voit début, pas. quoi, en fait. Ouais. Pas spécialement, ça peut être caché derrière les organes, etc. Ouais. Du coup, en fait, le mieux, c'est après, et souvent, c'est des opérations pour voir vraiment si. Ouais. Ou un deuxième avis, Ou alors un comme toi tu deuxième as fait, avis. c'est ce que tu Voilà, disais tout c'est à l'heure. ça. Ouais. On peut faire un deuxième avis. Ouais. C'est quoi le site où tu as été pour avoir un deuxième avis? Deuxième avis. Ok, le site s'appelle Deuxième Avis. Bon, deuxièmeavis.com. Je crois que c'est .com ou .fr, je ne Bon. sais plus. Mais On vous le mettra dans les liens, ça peut être, c'est ça peut être Mais du intéressant. coup, voilà, quand on ne voit pas, il faut pas se dire qu'on n'a pas parce que des fois l'endométriose est cachée et c'est pas parce que on ne voit pas que vous n'êtes pas malade. Donc la première chose à faire, c'est médecin traitant ou gynécologue pour avoir une ordonnance pour faire un IRM, quoi. Oui. Gynécologue plus. Plus gynécologue Ouais, quand ok. même parce que c'est plus, enfin, je veux dire, c'est plus adapté. Ouais. Le mieux, c'est quand même un gynécologue spécialisé en endométriose. Après, si vous en avez pas à côté, proche de chez vous, au moins déjà pour une ordonnance IRM, déjà, ce serait déjà très bien. Et ensuite, se rediriger vers un centre du moins où il y a quelqu'un qui est spécialisé en radiologie pour l'endométriose. Ok. Parce que quelqu'un qui n'est pas spécialisé en radiologie en endométriose, ça va faire comme moi pour le premier hôpital. Bah oui, c'est ça. Ok. Ça veut dire qu'il va pas voir les lésions. Ouais. Du coup, il va dire, non, il n'y a rien. Oui, c'est ça. Parce que ça ne se voit pas, en fait. Et donc ensuite, après l'IRM, le processus se met en route naturellement. Non, c'est compliqué. C'est D'accord. compliqué parce que faut trouver le bon médecin. Tout le monde n'est pas formé. Ça reste quand même un peu chaotique. Même pour moi, pour mon parcours, pour le moment, c'est encore un peu incertain, quoi. Incertain. Parce que là, pour le moment, je suis sur un parcours pour soigner, ou du moins, pour le moment, qui ne se soigne pas vraiment, mais pour atténuer mes douleurs. Donc là, je suis sur le parcours de soins du syndrome de congestion pelvienne qui m'handicape aussi dans les jambes, etc. Donc là, je vais subir une phlébographie. Mhm. Mais du coup, je peux pas faire tout en même temps, en fait. Bah oui, c'est ça. Il faut étaler, quoi. C'est ça. Alors, justement, pour aider toutes ces femmes qui ont à peu près qui ont la même chose que toi, pour aider à faire connaître un petit peu le système, tu as créé une association qui s'appelle Lueur en Elle. C'est ça. Ok. Tu peux nous en parler rapidement, en quelques mots? En fait, j'ai créé Lueur en Elle dans le but, c'est devenu, suite à mon diagnostic, mais aussi grâce à mon travail, vu que je suis proche des femmes, des familles autour de moi. Et en échangeant avec certaines d'entre elles, en fait, je me suis rendu compte que il y avait certaines qui vivaient avec des douleurs au quotidien et qu'il n'y avait rien ici dans le Trégor pour en parler. Donc, pour échanger, pour aider. Parce que du coup, suite à ça, j'ai dû donner des contacts de médecins à certaines personnes. Tu étais contactée directement par... comment ils faisaient pour te contacter? T'en parlais un petit peu sur les réseaux déjà ou tu partageais non, c'est des clientes qui... c'est des clientes, d'accord. Lors d'échanges de... parce qu'on échange de tout, on essaye d'apprendre à se connaître, etc. Et en arrivant comme ça, elle me parlait de ses soucis et elle me dit « mais c'est étrange, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez aussi ». Et puis, fil en aiguille, je lui ai donné du coup des contacts, pour... je me dis, si je peux aider, pourquoi pas. Tu as un site internet du coup?
Ouais, pour ton association. Non, j'ai Instagram et Facebook. Ok. Vous pouvez nous retrouver sur... On va mettre les liens aussi en bas de vidéo. Tu expliques un petit peu, justement, on parlait tout à l'heure de savoir qui aller voir, enfin par quoi commencer. Tu l'expliques un petit peu ça sur tes différents réseaux? J'essaye d'expliquer... donc déjà, là, j'ai commencé à expliquer les différents symptômes, etc., des différentes maladies, les répercussions, etc. Ok, c'est progressif. Ça fait combien de temps qu'elle est créée, l'association? Depuis début janvier, donc j'ai pas encore... Ok, c'est tout neuf, quoi. C'est tout neuf, donc tout n'est pas encore mis en place, bah oui. sachant qu'en plus, j'ai mon travail à côté, etc. Donc voilà, j'essaye de faire petit à petit. J'ai encore des petites choses à finir pour bien l'ouverture, pour qu'elle soit bien, voilà, que tout se passe bien pour l'association, que tout soit prêt. Donc le but de l'asso, c'est de parler de la maladie. Parler de la maladie, et puis on a des projets pour plus tard de créer des événements avec des professionnels de santé et aussi, pourquoi pas mettre en avant aussi des entreprises du bien-être, etc. autour de... Pour essayer de soulager justement toutes ces femmes qui est sensibilisées, quoi. Ça peut être par exemple, je sais pas, une prof de yoga, quelqu'un qui fait du drainage lymphatique, etc. Toutes ces petites choses qui peuvent aider au quotidien certaines femmes. Ils peuvent rentrer en contact avec toi, les gens qui te voient sur Instagram, ils peuvent t'envoyer des messages peut-être, ou peut-être pas t'appeler non plus, mais t'envoyer des messages s'ils ont un doute ou un truc comme ça. Pour les aider ? Pour leur donner des conseils. Oui. Ouais. Si, il n'y a aucun problème, on est là aussi pour les écouter, etc. Il n'y a aucun souci, justement. Là, c'est le mois de la sensibilisation de l'endométriose, le mois de mars. C'est un mois très important. Et voilà, si vous avez envie de raconter votre histoire, etc., il n'y a aucun problème, on est à votre écoute. Ok. Merci Alexandra, en tout cas, pour toutes ces précisions, toutes ces informations, surtout parce que c'est des maladies qu'on ne connaît pas, ou pas bien en tout cas. On va remettre dans le bas de la vidéo, du coup, tous les liens qui correspondent du coup à l'association d'Alexandra, mais aussi EndoBraze. Tu me parlais un petit peu avant la vidéo de EndoFrance aussi. Oui, il y a EndoFrance. Alors en fait, après, ils font différentes choses. EndoFrance, ça va être plus pour... c'est la plus grosse association. Eux, c'est pour avoir les dons, pour la recherche. Eux, ils s'occupent vraiment sur la recherche, etc. EndoBraze, ça va être plutôt ciblé sur les spécialistes, le listing, etc. En plus, après, il y a EndoMind qui s'occupe, eux, de créer des événements un peu partout, à Paris, etc., des courses, des marches, etc. Bon, voilà. On vous mettra tous ces liens-là dans la vidéo. Et en tout cas, merci à tous. N'oubliez pas que vous pouvez regarder cette vidéo sur YouTube, mais qu'elle est aussi disponible en podcast sur Spotify, sur la chaîne podcast.rec. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée. Merci Alexandra. Belle journée. Merci d'être venue au studio. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans les jours à venir. Salut!